Bienvenue sur Antoine Invest. La dernière fois, on a parlé d'investir en bourse à partir de 50 € avec le PEA. Et beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire « Antoine, je comprends la logique, mais comment je fais quand mon partenaire ne veut même pas en entendre parler ?» C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai besoin que vous vous imaginiez une scène. Un couple. Appelons-les Lucie et Marc. Ils s'aiment vraiment, ils se respectent, ils ont des projets ensemble, un appartement, peut-être des enfants, des voyages. Sur le papier, c'est le couple parfait. Et pourtant, chaque fois que le relevé de carte de crédit arrive, quelque chose change dans l'air. Une tension, un silence pesant. Et puis, ça part. Pas une grande dispute sur quelque chose d'important. Non, ça part sur une paire de chaussures à 89 € ou sur un abonnement à un service de streaming que l'autre n'utilise pas, ou sur ce dîner au restaurant alors qu'on avait décidé de faire des économies. Et soudain, Marc et Lucie ne parlent plus de chaussures, ils parlent de confiance, de respect, de pouvoir, de peur. Ils parlent de tout ce qu'ils n'ont jamais osé se dire sur l'argent. Est-ce que ça vous parle ? Parce que si vous avez déjà eu une dispute avec votre partenaire qui a commencé par un achat et s'est terminé en guerre froide, cet épisode est fait pour vous. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'argent est la première cause de divorce dans le monde occidental. Pas l'infidélité, pas le manque de communication, l'argent. Et la raison, ce n'est pas que vous n'avez pas assez d'argent, c'est que vous n'avez jamais appris à en parler. Aujourd'hui, on va changer ça. Voici quelque chose d'étrange. La plupart des couples discutent du prénom de leurs futurs enfants avant même de se marier. Ils parlent de leurs rêves, de l'endroit où ils veulent vivre, du style de vie qu'ils veulent avoir. Ils sont capables de passer des heures à débattre du plan d'une cuisine ou de la couleur d'un canapé. Mais demandez à ces mêmes couples de partager leur solde bancaire, leurs dettes ou simplement leur salaire réel et tout le monde regarde ses chaussures. Pourquoi ? Parce que l'argent, dans notre culture, c'est intime, plus intime que le sexe pour beaucoup de gens. Parler de son argent, c'est se mettre à nu, c'est exposer ses échecs, ses peurs secrètes. Je suis encore à découvert, j'ai un crédit à la conso que je n'ai jamais mentionné, je gagne moins que toi et ça me ronge. Cette honte-là, elle vient de loin. On a grandi dans des familles où l'argent était soit un sujet tabou, on ne parle pas d'argent à table, soit un sujet de crise permanente. On a intégré l'idée que parler d'argent, c'est soit vulgaire, soit dangereux. Et maintenant, on arrive dans une relation amoureuse avec tout ce bagage invisible, et on s'attend à ce que ça se passe bien. C'est comme monter dans un avion dont aucun des deux pilotes n'a le droit de regarder les instruments de bord. Tôt ou tard, on s'écrase. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on évite ces conversations, la peur de la réaction de l'autre. On se dit, si je lui dis que j'ai des dettes, il va me voir différemment, ou si elle sait combien je gagne vraiment, ça va changer quelque chose entre nous. Et cette peur du jugement, elle crée un silence, et ce silence crée des malentendus, et ces malentendus créent des conflits. Le pire dans tout ça, on croit que ces conflits portent sur l'argent, mais ce n'est presque jamais le cas. Revenons à Marc et Lucie. Marc a grandi dans une famille où les fins de mois étaient difficiles. Il se souvient de sa mère qui comptait les pièces avant d'aller faire les courses. Il se souvient des conversations chuchotées entre ses parents quand les factures s'accumulaient. Pour Marc, l'argent, c'est la sécurité. Avoir de l'argent de côté, c'est ne pas revivre l'anxiété de son enfance. Chaque euro dépensé inutilement est une menace. Lucie, elle, a grandi dans une famille où l'argent était présent, mais où on ne parlait pas de le dépenser pour du plaisir. Ses parents travaillaient dur, économisaient pour plus tard, et ce plus tard n'est jamais vraiment venu. Son père est mort jeune, avant de profiter de sa retraite. Pour Lucie, l'argent, c'est la liberté, c'est le carpe diem, c'est profiter maintenant parce que demain n'est jamais garanti. Quand Marc voit Lucie acheter ses chaussures à 89 €, il ne voit pas des chaussures, il voit l'insécurité, il voit la fragilité de leur avenir, il ressent une peur viscérale. Quand Lucie entend Marc lui reprocher ses dépenses, elle ne voit pas quelqu'un de prudent, elle voit quelqu'un qui lui dit que le plaisir n'a pas de valeur, que sa vie doit être une longue liste de sacrifices. Elle ressent une injustice profonde. Ils ne se disputent pas sur 89 €, ils se disputent sur deux visions du monde radicalement différentes. Et ça s'appelle un money script. Le terme vient du psychologue américain Brad Clontz, qui a passé des années à étudier la psychologie de l'argent. Un money script,
c'est une croyance inconsciente que vous avez développée pendant votre enfance en observant vos parents, en vivant des expériences financières marquantes. Ces croyances fonctionnent comme un programme informatique. Elles tournent en arrière-plan, à votre insu, et elles influencent chaque décision financière que vous prenez. Et quand deux personnes avec des moniscripts opposés se mettent en couple, le choc est inévitable, à moins qu'ils ne le comprennent et en parlent. Voici quelques exemples de moniscripts courants. L'argent, ça se dépense, on ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne peut faire confiance à personne avec l'argent, même pas à soi-même. Les riches sont des gens mauvais ou superficiels. Plus j'ai d'argent, plus je suis en sécurité et respecté. Parler d'argent, c'est vulgaire. Vous en reconnaissez certains? Peut-être même ceux-là ou ceux de votre partenaire. La première étape pour changer les choses dans votre couple, c'est de comprendre que vous n'êtes pas en train de vous battre contre votre partenaire. Vous vous battez contre son enfance, et lui ou elle se bat contre la vôtre. Maintenant, j'ai besoin que vous alliez plus loin avec moi, parce que ce que je vais vous dire, ça change tout. Les conflits autour de l'argent dans un couple ne sont presque jamais à propos de l'argent. Ils sont à propos de trois choses: la confiance, le pouvoir et la peur de l'avenir. La confiance. Quand l'un des partenaires dépense de l'argent sans consulter l'autre, ou cache des dettes, ou prend des décisions financières importantes seul, l'autre ne ressent pas seulement une surprise financière, il ressent une trahison, une rupture de confiance. Si tu me caches ça sur l'argent, qu'est-ce que tu me caches d'autre? Le pouvoir. Dans beaucoup de couples, l'argent est une forme de pouvoir implicite. Celui qui gagne plus ou celui qui gère le budget a souvent plus d'influence sur les décisions du couple. Et quand cet équilibre est perçu comme injuste, même inconsciemment, ça crée une frustration sourde qui finit par exploser sous forme de disputes sur des petits achats. La peur de l'avenir. Derrière presque chaque dispute financière, il y a une question non posée. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on sera en sécurité? Est-ce qu'on construit quelque chose de solide ensemble? C'est ça la vraie question, et elle ne trouve pas de réponse dans une dispute sur un relevé de cartes. Les psychologues de couple parlent d'intimité émotionnelle, la capacité à être vulnérable avec l'autre, à partager ses peurs profondes, ses désirs, ses blessures. Eh bien, il existe quelque chose d'équivalent, que peu de gens connaissent: l'intimité financière. L'intimité financière, c'est la capacité de parler d'argent avec votre partenaire sans honte, sans jugement, sans peur. C'est savoir ce que l'autre gagne vraiment, ce qu'il doit, ce qu'il rêve de construire. C'est être deux pilotes dans le même cockpit, regardant la même carte, prenant les décisions ensemble. Imaginez votre couple comme un bateau. Vous naviguez tous les deux vers une destination commune, la liberté financière, la sécurité, les projets de vie, mais si chacun tient sa propre carte et refuse de la montrer à l'autre, vous allez finir par naviguer dans des directions opposées. Et le bateau ne peut pas aller dans deux directions à la fois. L'intimité financière, c'est poser les deux cartes sur la table. C'est dire « voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je crains, et toi ?» Ce n'est pas facile. C'est même l'une des conversations les plus courageuses qu'un couple puisse avoir, mais c'est aussi l'une des plus libératrices. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas à tout changer en une seule conversation. Voici comment commencer, étape par étape. Outil numéro 1, le Money Date. Un Money Date, c'est une réunion mensuelle, calme et structurée avec votre partenaire. Pas une dispute, pas un reproche, une conversation. Choisissez un moment où vous êtes tous les deux relaxés, pas le soir après une longue journée, pas pendant les vacances chargées, un dimanche matin avec un café par exemple. Et là, vous vous asseyez ensemble et vous regardez vos finances en face. Qu'est-ce qu'on aborde dans un Money Date? Quelques questions simples pour démarrer. Où en sommes-nous ce mois-ci par rapport à notre budget? Y a-t-il des dépenses imprévues qu'on doit gérer? Comment avançons-nous vers nos objectifs communs? L'épargne, l'investissement, le projet X? Y a-t-il quelque chose qui me préoccupe financièrement en ce moment? La règle d'or du Money Date, pas de jugement. Ce n'est pas un tribunal, c'est un conseil d'administration à deux. Vous êtes associés, vous regardez les chiffres ensemble, vous prenez des décisions ensemble et vous vous soutenez mutuellement. Beaucoup de couples qui ont adopté ce rituel mensuel disent que leurs disputes sur l'argent ont quasiment disparu. Pas parce qu'ils ont soudainement plus d'argent, mais parce qu'ils ont un espace pour en parler avant que ça explose. Outil numéro 2. Le système des 3 comptes. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle le système des 3 comptes, et c'est simple comme bonjour.
Compte numéro 1, le compte commun. C'est là que vont les contributions de chacun pour les dépenses partagées, loyer, courses, factures, épargne commune, investissement. Chacun verse une part proportionnelle à ses revenus. Si l'un gagne 2 000 € et l'autre 3 000 €, on ne met pas la même somme, on met le même pourcentage. Ce principe d'équité est essentiel. Compte numéro 2, mon compte personnel. Chaque partenaire garde un compte individuel avec une somme d'argent dont il est entièrement responsable. Cet argent lui appartient, pour ses vêtements, ses loisirs, ses plaisirs, ses projets perso. Compte numéro 3, ton compte personnel. Exactement pareil pour l'autre partenaire. Ce système fait quelque chose de magique. Il élimine une grande partie des conflits financiers parce que chacun a une autonomie financière. Marc peut mettre de l'argent de côté autant qu'il veut sur son compte, Lucie peut s'acheter ses chaussures sans avoir à se justifier, et le projet commun avance sans que personne ne se sente contrôlé ou jugé. Ce n'est pas de la séparation, c'est de l'organisation. Et l'organisation, c'est la liberté. Outil numéro 3, le seuil de dépenses libres. Le troisième outil est peut-être le plus simple, mais l'un des plus efficaces. Il s'agit de définir ensemble un montant en dessous duquel chaque partenaire peut dépenser librement sans avoir à consulter l'autre. Par exemple, tout achat en dessous de 100 €, chacun peut le faire depuis son compte perso sans en parler. Au-delà de 100 € depuis les finances communes, on en discute. Ce seuil varie selon les couples et les revenus. Pour certains, c'est 50 €, pour d'autres, 200 €. L'important est que vous le fixiez ensemble, en accord, et que vous vous y teniez. Ce simple accord évite des dizaines de petites tensions par mois. Plus besoin de se justifier pour un déjeuner entre amis ou un livre. Et plus besoin de cacher des achats par peur du jugement, ce qui est, rappelons-le, l'une des choses les plus toxiques pour la confiance dans un couple. J'ai une dernière chose à vous dire. Dans le monde de la finance personnelle, on parle beaucoup de rendement, de taux d'intérêt, de portefeuilles optimisés. Et tout ça, c'est important. C'est ce qu'on fait ici sur Antoine Invest. Mais voici ce qu'on oublie trop souvent. Votre plus grand actif financier, ce n'est pas votre PEA, ce n'est pas votre appartement, ce n'est pas votre épargne de précaution, c'est votre partenaire. Deux personnes qui construisent ensemble, qui communiquent, qui s'alignent sur leurs valeurs et leurs objectifs financiers, ces deux personnes vont aller infiniment plus loin que n'importe quel individu seul, aussi discipliné soit-il. Mais deux personnes qui se cachent des informations, qui se jugent mutuellement, qui portent en silence les poids de leur monnaie script d'enfance, ces deux personnes vont saboter, sans le vouloir, tout ce qu'elles essaient de construire. Investir, ce n'est pas seulement faire grandir des chiffres, c'est grandir ensemble. Commencez petit. Cette semaine, proposez à votre partenaire un money date, pas pour faire des reproches, juste pour ouvrir la conversation, avec curiosité, avec bienveillance, avec l'intention de mieux vous comprendre. Et si vous ne savez pas comment commencer cette conversation, partagez-lui cet épisode. Laissez-le parler pour vous. Maintenant, j'ai une question pour vous dans les commentaires. Quelle est la plus grande tension financière dans votre couple en ce moment? Est-ce que c'est une différence de vision sur les dépenses, sur l'épargne, sur les investissements? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et peut-être que vos réponses m'inspireront le prochain épisode. Si cet épisode vous a aidé, likez-le. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez-le avec quelqu'un dans votre vie qui en a besoin. Je suis Antoine et je vous retrouve très bientôt sur Antoine Invest. À très bientôt.